Alors salut, nous voilà de retour au bout de 6 mois d'absence, quelque chose comme ça. Où déménagement, changement de situation, tout ça prend beaucoup de temps. Et puis faut tout mettre en place, faut tout recommencer, etc. Ça prend du temps, de l'énergie, et bon, voilà. Et donc j'en profite simplement ici, sur un des multiples lacs qu'on peut trouver dans la région, dans la forêt, hein. Ici, aujourd'hui, il fait pas trop mauvais. Il fait pas trop mauvais. J'ai des petits lacs. C'est un des lacs où j'ai grandi il y a quelques décennies déjà. Et ça a guère changé, hein. C'est un lac dans la forêt ardennaise. Donc là, il est couvert de nénuphars. C'est la saison. Là, on a un petit brin de soleil entre temps, hein, parce qu'il pleut en ce moment. La saison n'est pas terrible. L'été commence pas très bien, mais bon, on fait ce qu'on peut. Alors bon, on va reprendre par ce premier épisode de la rentrée. Alors bon, comme tout n'est pas encore d'équerre à l'atelier, tout ça, bon, je vais faire un épisode qui va être une espèce de suite à un épisode qui a eu pas mal de succès sur la fabrication de ces circuits imprimés. Et cette fois-ci, en fait, on va parler non pas de faire ces circuits imprimés, mais de faire ces circuits imprimés par maintenant des innombrables fournisseurs, que ce soit européens ou chinois ou américains, de fabrication de circuits imprimés de toutes sortes, qui sont devenus accessibles au commun des mortels, chose qui était impensable il y a encore, on va même pas dire une dizaine d'années, mais maintenant on peut pour quelques dizaines d'euros se faire ces circuits en petite quantité, chose à l'époque qui valait une fortune, hein, quand c'était possible. Donc là on va regarder un petit peu ce que ça comporte comme contraintes, ce qu'on doit faire ces circuits imprimés, ce qu'on doit fournir aux fabricants, les erreurs qui peuvent être faites pour se retrouver avec des circuits qui ne sont pas du tout ce qu'on pourrait penser avoir. Et donc voilà, on va aller retourner à la maison et puis aller voir un petit peu les différentes étapes qui sont importantes. Je ne vais pas couvrir tout parce que c'est pareil, il y a beaucoup de détails, beaucoup de choses, mais disons les grandes lignes pour pouvoir faire ces circuits et ne pas avoir de mauvaises surprises. Maintenant, ça devient vraiment intéressant de les faire plutôt que de les faire soi-même. Faire soi-même, c'est vraiment si on en a besoin dans l'heure. C'est le seul moyen de se faire dans l'après-midi soi-même son circuit. Mais maintenant, si on peut attendre quelques jours, c'est quand même plus facile. Ça enlève pas mal de contraintes de les faire. Ne serait-ce que pour le nombre de couches, les trous métallisés, le vernis épargne et tout le tralala. C'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus facile, qui facilite vraiment la vie, surtout quand on fait du CMS. Et donc voilà. On va regarder un petit peu ce qu'il faut faire, comment préparer le tout. Et en primeur, on va ouvrir un paquet que j'ai reçu cette semaine sur une commande de circuit que j'ai fait faire au bureau pour un proto, hein, un proto d'un appareil qui est en conception là. Et en plus un fabricant que j'ai jamais utilisé, qui est probablement le moins cher de tous. Donc on va voir un peu la qualité de ce qu'il fait. Ça va être la surprise. Si ça tombe, ça va pas du tout aller. Si ça tombe, ça ira très bien. On verra un peu. Et puis ça va être la surprise. Bien, alors, avant toute chose, cette vidéo ne parlera absolument pas de la manière dont on a routé, dans la manière dont on a conçu son circuit imprimé. Ça, c'est un tout autre sujet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment faire son circuit et non pas comment nous l'avons créé au départ. Donc le routage, le placement des composants, etc., toutes les contraintes, tout ça, c'est pas le sujet spécialement. Néanmoins, maintenant, c'est pour ça que là, je ne vais pas montrer de logiciel de travail sur les circuits imprimés, logiciel de modélisation de circuits imprimés, etc. Ici, on suppose que l'on a fait son circuit et qu'il est prêt à être produit. Seulement, je vais mettre en avant ce qu'il a fallu faire à ce niveau-là pour pouvoir lancer une fabrication. Alors, d'abord, la première chose, évidemment, c'est tous les logiciels de ce genre le permettent, c'est d'exporter les fichiers qui décrivent chaque couche du circuit. Alors, les fabricants, d'une manière totalement universelle, acceptent les fichiers Gerber, qui sont des simples fichiers qui contiennent la géométrie couche par couche. Ils peuvent, pour certains cas de facilité, accepter les fichiers natifs de logiciels de modélisation. Ça peut être du Eagle, du Alcium, de tout ce qu'on veut. Mais d'une manière universelle, ils acceptent du Gerber. Alors c'est un format standard avec un certain nombre d'options. En général, les fabricants acceptent les fichiers Gerber qui sont en pouces, qui sont d'une précision, on va dire, à 2 décimales. Ça suffit amplement en général quand on ne fait pas de la très haute densité.
Et ces fichiers ne doivent en général ne doivent pas être faits en miroir, contrairement à ce qu'on fait quand on essaie d'imprimer ces calques pour faire ces circuits. En général, la couche du dessus, la top layer, on fait un miroir parce qu'on retourne le transparent. Les fabricants supposent que l'on n'a fait aucune inversion au niveau des couches, donc elles doivent être utilisées telles quelles. Habituellement, les options par défaut se suffisent très bien. Néanmoins, le piège, c'est de ne pas en oublier. Alors ici, dans le projet que je déballerai tout à l'heure, c'est un cas de fichier à deux couches. Un circuit double face, donc un circuit à deux couches, top and bottom, mais on n'envoie pas que ça au fabricant. Lui, il a besoin d'un petit peu plus d'infos que ça. Et donc, voici ici la liste des fichiers Gerber qui sont utilisés par le fabricant. Alors, comment il reconnaît chaque couche? C'est l'extension du fichier. GBL, GBO, GBL, etc. Le B correspond au bottom layer, donc la couche côté soudure, couche du dessous. Top pour T, donc T, top layer, donc la couche du dessus, en général la couche où il y a de manière préférable les composants. Et le keep out layer, ce qu'on appelle, en fait c'est simplement la géométrie de bord de plaque. C'est ce qui définit les découpes à faire au niveau de la plaque. Alors ça peut être les trous à l'intérieur comme la découpe extérieure, quand on a une plaque qui n'est pas rectangulaire, etc. Même quand on a une plaque rectangulaire, les fabricants demandent à avoir les contours de la plaque parce qu'elle va être découpée à dimension. Parce qu'en général, le particulier ne fait pas de ce qu'on appelle des panneaux. Donc des panneaux qui sont en fait un agrégat de circuits imprimés qui sont, on va dire, découpés d'une manière plus ou moins complète et qui utilisent différentes méthodes de découpage qui permettent de séparer les plaques une fois qu'on les reçoit. En général, on reçoit un panneau complet avec plein de plaques et soit on les casse en les pliant, soit elles sont déjà quasiment prédécoupées avec juste des petites attaches qui sont juste à casser dans certains endroits. Mais ça, c'est quelque chose de plus compliqué qu'on ne fait pas en général. Mais quand il s'agit d'une plaque unique, comme ici des plaques uniques qui se suffisent à elles-mêmes, on doit fournir une géométrie de contour. Donc ici, c'est le GKO. Ça, c'est indispensable pour tout ce qui est couche. Il existe un autre fichier qui est indispensable aussi, mais qui fait pas partie du lot des fichiers Gerber, c'est ce qu'on appelle le NC Drilling, c'est-à-dire c'est simplement le fichier qui contient tous les trous à percer. Ce qui n'est pas du tout le fichier GKO qui contient les découpes, même si c'est fait probablement avec des forêts ou des fraises, c'est fait à des étapes différentes de la fabrication et ce sont deux étapes complètement indépendantes. Donc lorsqu'on fait par exemple des fentes pour faire une isolation entre de la haute tension et de la basse tension, sous des autocoupleurs et des choses comme ça, on peut le faire soit avec des pads qui ont des trous ovaux relativement larges, mais ce n'est pas toujours accepté, soit c'est dans le fichier de géométrie de découpe que l'on met des fentes qui sont faites à ce moment-là. C'est indépendant des trous qui sont mis dans les pastilles ou dans les vires. Tout ce qui est trou à ce niveau-là, c'est ici dans un fichier texte qui contient simplement toutes les coordonnées de tous les trous avec les diamètres des forêts, etc. Alors ici, on les a. Ça ressemble beaucoup à des fichiers ISO d'usinage. Il y a un certain nombre d'outils avec les diamètres, les T1, T2, T7. Ici, donc j'ai 7 fraises différentes avec les diamètres. Et pour le premier forêt, voici tous les coordonnées des trous, etc. Ça, c'est pour le perçage. C'est absolument pas fait au même moment que la fabrication et la révélation des couches. Donc c'est pour ça, c'est vraiment une partie indépendante de la fabrication. Donc les Gerber ne contiennent pas les perçages. Ils contiennent les bordures, les frontières de découpe, mais les perçages doivent être absolument fournis. En général, c'est pas grave d'oublier un fichier, le fabricant de toute façon revient en disant attention, il me manque ça, il me manque ci, il me manque ça. Sauf que ça fait perdre du temps. Donc vaut mieux prévoir de ne rien oublier plutôt que de faire des allers-retours. Alors, donc, au niveau des fichiers Gerber, qu'est-ce que ça contient? Lorsqu'on a un circuit double face comme celui-là, on n'a pas simplement un fichier de contour et la couche du dessus, la couche du dessous. C'est un peu plus compliqué que ça. On a besoin de plus de couches que ça en général. Le strict minimum serait effectivement de 3 couches, c'est-à-dire le top layer au niveau du cuivre, le bottom layer, la couche en dessous au niveau du cuivre et le contour. Mais en général, quand on fait faire ces circuits, on doit fournir plus que ça.
En général, on met un vernis épargne, ce qui facilite grandement la soudure, et on met une sérigraphie. Donc ces trucs additionnels, ce sont des couches supplémentaires. Ici, j'ai l'overlay en bottom overlay, qui est la sérigraphie d'en dessous. Bottom solder mask, c'est le vernis épargne d'en dessous. On a le top layer qui est le cuivre d'au-dessus, top overlay qui est la sérigraphie d'au-dessus, et le top solder mask qui est le vernis épargne du dessus. Et le keep out layer qui en contient la géométrie de découpe. On peut avoir d'autres Gerber. Alors, si on fait du 4 couches, on va avoir 2 couches supplémentaires internes. Évidemment, on n'aura pas de vernis épargne ou de choses comme ça dedans, mais on aura 2 couches supplémentaires, X couches supplémentaires, en fonction du nombre de couches qu'on va demander à l'intérieur. Mais on peut avoir aussi, si non seulement on fait fabriquer sa plaque, mais en plus on la fait assembler, on peut avoir les solder paste, qui sont en fait les endroits où la machine va déposer de la soudure, ce qui correspond en fait aux zones qui sont les zones de là où on met la soudure. Alors ça peut être déduit du solder mask, mais ça peut très bien être différent. On peut très bien mettre de la soudure à des endroits qui n'est pas défini par le masque de soudure. Il peut y avoir des différences. Donc c'est pour ça que lorsqu'on se fait faire des circuits, on a besoin de couches supplémentaires. Ces couches sont, bon, pour le solder paste, c'est vraiment là où la pâte à souder va être mise, mais il peut y avoir aussi des couches supplémentaires d'informations. Lorsqu'on fait des panneaux entiers, on donne des couches supplémentaires pour dire où est-ce qu'on va faire, par exemple, ce qu'on appelle le V-score, c'est-à-dire une espèce de fragilisation de la plaque pour pouvoir la casser en la pliant, pour séparer les morceaux de plaque indépendamment les unes des autres. Il peut y avoir des informations sur des connecteurs à dorer, des informations mécaniques, des informations de placement de composants ou des choses comme ça, qui sont des couches supplémentaires qui sont rajoutées à l'intention du fabricant comme information. Alors dans ces cas-là, ces couches-là sont dépendantes du projet lui-même et il n'y a pas vraiment de règles. En général, il vaut mieux rajouter des couches même si elles ne servent à rien. De toute façon, ça permet toujours de lever une ambiguïté lorsqu'on fait faire ces circuits. Alors des couches apparaissent effectivement quand on fait monter ces circuits. Aussi, de même, quand on fait monter ces circuits, c'est-à-dire placer les composants, souder, etc., il faut préparer le terrain aussi au niveau du circuit imprimé parce qu'on va avoir besoin de fournir des références et des moyens de positionnement pour faciliter le placement des composants. En français, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. En fait, ce sont des pads qui ne sont pas troués, qui sont mis à des endroits bien précis, qui permettent d'aligner la plaque. Alors, on en met sur la plaque pour l'aligner globalement, mais on en met aussi de part et d'autre de certains composants très denses, comme des composés processeurs, des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle en anglais des fiducial. Ce sont des pastilles de centrage, ce qui permet aux machines, on dit de pick and place, les machines à placer les composants, de pouvoir toujours être précisément placés sur la plaque, surtout quand on a des trucs de haute densité. Donc ça, il faut y penser quand on fait la plaque. Si on la fait faire, il faut penser à rajouter ne serait-ce que par exemple ce genre de marqueurs qui permettent de simplifier grandement la vie et même quelquefois en fait de ne pas être obligé de payer des suppléments que des fabricants peuvent demander lorsque ce genre d'information est absente. Bon, dans notre cas, en général, on assemble soi-même ces plaques. Quand il s'agit de prototypes, on ne fait pas une série, hein, ça coûterait trop cher. Donc on est un peu plus large là-dessus. Il n'y a pas trop de différence au niveau de la plaque lorsqu'on la conçoit. Évidemment, il faut toujours penser à avoir une sérigraphie correcte, des masques de soudure corrects, le maximum d'informations, un détrompage de tous les connecteurs, etc. etc. Il faut qu'il y ait le maximum d'informations. La sérigraphie est toujours très importante. Sauf si vraiment on fait du proto pur et dur où ça n'a pas d'importance, c'est-à-dire qu'on ne fait même pas de vernis épargne dans ce cas-là. À part dans ce cas vraiment très particulier, on met toujours une sérigraphie. La sérigraphie doit avoir dans la tête une importance au moins aussi grande que le reste. Parce que c'est vraiment fondamental pour faire quelque chose qui est un petit peu plus, on va dire, professionnel, même si c'est pour l'amateur. Bon, quoi qu'il en soit, donc c'est vraiment ça le point de départ lorsqu'on va faire ces circuits, ce sont ces fichiers. Donc il y a un lot de fichiers Gerber pour chaque couche, plus un fichier de perçage, et éventuellement des couches supplémentaires d'informations. Maintenant, lorsqu'on fait faire ces circuits, il y a maintenant un site qui est incontournable. Il simplifie énormément les choses parce qu'il permet de comparer différents fournisseurs au niveau des prix, au niveau de ce qu'ils savent faire, etc. C'est PCB Shopper.
c'est en fait une espèce de concentrateur de fabricant, et c'est là qu'on peut, en quelques clics, définir sa plaque et aller chercher là où c'est le moins cher, là où c'est possible de le faire, etc. Alors c'est là qu'on commence à rencontrer les quelques, on va dire les quelques vocabulaires, les quelques mots qu'on retrouve en permanence dans ce genre de contexte. Évidemment, il y a toujours une notion de dimension de plaque. Alors c'est la dimension hors tout, sachant que même si la plaque elle est ronde, elle est triangulaire, tout ça, c'est les dimensions qui vont contenir la plaque. Hein, c'est vraiment là-dedans que la plaque va être contenue. Alors ça doit être au moins aussi grand que ce qui va être fabriqué. Donc si la plaque est non rectangulaire, ça doit être le rectangle qui contient le tout. Alors, admettons, on va dire que c'est une plaque de 20 cm sur 10. Alors il faut se méfier parce que des fois c'est en pouces, en tout ce qu'on veut. Alors ici on peut demander le nombre de couches qu'on veut. Admettons on va passer à 4 couches. Ici on peut demander donc le masque de soudure vernis épargne. Alors maintenant ce qui est bien c'est qu'on peut avoir des tas de sortes de couleurs. Alors attention, le no masque c'est pour vraiment du prototypage, il n'y aura pas de protection du cuivre. Il faut bien se dire que là c'est comme si on gravait soi-même son circuit. C'est vraiment pour faire du proto très rapide et ça permet de grappiller quelques euros lorsqu'on veut vraiment faire quelque chose qui de toute façon ne sera pas en production. En général, on ne le fait pas. On le fait vraiment dans des cas particuliers. Il peut demander la couleur la moins chère, en général le vert, hein, même pour dire toujours le vert. Sinon, on peut choisir des couleurs de toutes sortes. Selon on va dire le prestige du fabricant, on a des couleurs supplémentaires. Alors on a une couleur un peu particulière qu'on retrouve ici qui est violette. Ça c'est parce qu'il y a un fabricant dont la marque de fabrique, on va dire, c'est de faire des plaques violettes. C'est très joli. Et bon, mais quand on met violet, on est quasiment sûr de tomber que sur ce fabricant-là parce que c'est vraiment son truc. D'autres fabricants fournissent d'autres couleurs que ça. Certains fabricants fournissent du vernis épargne transparent et il y en a même un qui fournit un vernis épargne où on donne une image. Donc on peut faire ce qu'on veut. Alors tout ça c'est des suppléments. En général, quand on demande une couleur, il y a un supplément. Quand on demande des trucs particuliers, il y a un supplément. Alors ça, c'est bon, en général pour du proto, le truc le moins cher, ça suffit. Alors la sérigraphie, tout dépend de la plaque. Soit on n'en veut pas, ce qui permet de gagner un peu de sous, mais en général, la sérigraphie est gratuite et fournie d'avance dans l'essentiel des fabricants. Donc c'est pas la peine de s'en passer. Donc la sérigraphie, soit en haut, soit en bas, soit des deux côtés. En général, quand on a les composants d'un côté, on fout une sérigraphie que d'un côté. Mais, par exemple sur les plaques que j'ai fait faire, j'ai la sérigraphie des deux côtés. Surface, alors la finition de surface, c'est qu'est-ce qui va être sur le cuivre lorsqu'il est apparent, en dehors du vernis épargne. En fait, c'est soit le moins cher, alors le moins cher hors tout, enfin tout compris, moins cher sans plomb. Après, ça va être du hot air en général. Le cheapest, c'est du HASL, c'est du nivellage par air chaud, c'est-à-dire en fait c'est de l'étain qui a été mis et soufflé pour être le plus plat possible. Ici, on peut avoir la même chose mais avec du plomb. Alors ça, ce choix, personnellement, pour du proto chez soi, le plomb est plus facile à manipuler et à souder lorsqu'on va souder soi-même. Souder à l'étain pur est difficile. Souder à l'étain pur demande de connaître parfaitement les profils de soudure des composants, de la pâte à souder qui va être utilisée, etc. Je le laisserai pour ceux qui ont déjà calibré tout un système, un four, etc. pour le faire. L'étain est difficile à souder directement comme ça, sans avoir vraiment travaillé avec. Donc, pour de la petite, du petit proto, perso, tout ça, vaut mieux prendre du truc plombé. Bon, on peut tout à fait prendre une surface en étain pur et souder au plomb après, c'est pas un problème. Mais disons qu'il faut se méfier parce que l'alliage va être un petit peu, on va dire un petit peu déformé par l'étain supplémentaire qui va être ajouté par la finition de surface. Tout dépend de l'épaisseur. Alors, bon, pour le particulier, finalement, c'est pas trop important. Mais, bon, ça peut avoir des effets spéciaux avec des soudures bizarres. Quelquefois, on peut tomber sur quelque chose qu'on ne comprend pas très bien. Les soudures sont ternes, même si elles sont solides. Bon. Mais personnellement, moi, je n'utilise pas de HASL ou de plaques étamées. J'utilise Lenig, ce qui est l'électroless Golding.
En fait, c'est de la dorure. La dorure sans électrolyse, donc c'est juste par bain chimique, qui est une dorure extrêmement fine et qui facilite la soudure et qui protège. On ne peut pas faire de connecteur avec ce style de dorure, parce qu'elle est beaucoup trop fragile. Néanmoins, bon, déjà, ça fait des circuits qui sont dorés. Ils n'ont pas de surépaisseur, donc lorsqu'on a des composants plats, comme des composants BGA ou des trucs sans pâte tout plats, avec des radiateurs en dessous, des choses comme ça, on est sûr d'avoir un contact uniforme partout. Et en plus, maintenant, l'essentiel, il y a beaucoup de fabricants qui fournissent la dorure pour le même prix. Donc, quand on peut l'avoir, c'est mieux de la prendre. Je mettrai l'étamage lorsqu'on veut épaissir certaines pistes éventuellement. Dans ce cas-là, on ne met pas de vernis épargne sur certaines pistes et elles vont être épaissies par ce genre de traitement, ce qui permet d'avoir un petit peu plus de courant qui circule. Mais bon, franchement, maintenant, je pense que je prends systématiquement la dorure sans électrolyse. Donc une dorure simple, comme le bain à l'étain, hein. C'est le même style de traitement, sauf que c'est un peu plus complexe. Ensuite, l'épaisseur en cuivre des couches, alors 1 once, 2 onces, alors ça correspond à 35 microns, 70 microns, etc. Alors attention ici, certains proposent du 17 microns, donc qui est la demi-once. 1 once, c'est le standard. Après, les prix augmentent vite. Et attention, il faut vérifier que lorsqu'on utilise par exemple des grosses épaisseurs, si on fait une carte de puissance par exemple, de ne pas avoir de piste trop fine. Plus le poids en cuivre, disons, l'épaisseur des pistes est grande, plus elles doivent être écartées. C'est une contrainte du fabricant. Le fabricant ne peut pas garder des pistes fines lorsqu'on augmente l'épaisseur du cuivre. Tout simplement parce que lorsque le cuivre est gravé, simplement, il est aussi gravé sur la tranche. Lorsque l'acide va manger le cuivre, il va manger évidemment au travers les plages qui ne sont pas protégées par le vernis photosensible, mais aussi ça va manger sur les côtés, lorsque la tranche des pistes va devenir apparente. Et comme l'épaisseur va être plus grande, le cuivre va rester plus longtemps dans l'acide et les pistes vont être mangées latéralement. Et donc si on veut conserver une certaine, si on veut conserver les dimensions des pistes, et les fabricants imposent de les écarter plus et d'avoir une largeur minimale pour rester dans les tolérances. Donc si on fait du CMS avec des pistes de 0,2 mm, c'est pas la peine de mettre du 4 onces parce que de toute façon le fabricant le refusera. Ça c'est important. Ensuite, c'est l'espace entre les pistes et l'épaisseur des pistes minimale. Alors, selon les capacités du fabricant, il est capable de faire des pistes plus ou moins épaisses, enfin plus ou moins larges, et une distance entre pistes plus ou moins large. Attention, en général, bon, ici 0,2 c'est relativement fin. Déjà 0,2, certains fabricants augmentent leur prix. En général, 0,3 c'est on va dire pour l'amateur, il faut mieux pas descendre en dessous de 0,3, autant sur la largeur des pistes que l'écart entre les pistes. Hein. En dessous, on rentre dans d'autres procédés, enfin des fabrications plus difficiles, plus délicates, avec des machines plus chères, et les prix peuvent tout d'un coup varier sans qu'on se rende compte que simplement on a des endroits où l'écart entre les pistes, ou la taille des pistes, est vraiment faible. Alors, il faut faire attention que dans son logiciel de modélisation de circuit imprimé, on ait mis cette règle, une règle d'écart minimum entre pistes, de largeur de piste minimale, dimension de trou minimale, etc. Il faut penser à les faire, ces choses-là. Beaucoup de gens, en fait, routent leur circuit à la main, mettent des pastilles, mettent des pistes, etc. et n'utilisent pas ce qu'on appelle des design rule checks, qui est en fait une série de règles qu'on impose au départ et que l'on peut vérifier à tout moment. Le logiciel permet de vérifier s'il n'y aurait pas une violation de certaines règles à un moment donné sur le circuit. Quand on fabrique des circuits dans l'industrie, en fait, il y a énormément de règles qui sont mises en route pour vérifier à tout moment que l'on ne va pas sortir des clous. Et parmi tout le lot de règles qu'on met dans les circuits, alors il y a des règles électriques, il y a des règles de remplissage de polygones, il y a tout un lot de règles qui font partie des règles de construction et de fabrication. Donc on met en général les écarts minimaux que le fabricant accepte, etc. Alors
En dessous, on a la dimension minimale de perçage. Alors, sur les cartes que j'ai pris 0,4 pour les VIA. On peut descendre plus bas. Certains fabricants descendent à 0,1. Et en dessous, on peut même descendre à 50 microns si on fait des VIA avec des VIA percés au laser, des choses comme ça. Mais attention, les prix augmentent très très vite parce que ça demande des unités de fabrication beaucoup plus évoluées. Alors ça, c'est intéressant. Les stencils, en fait, c'est une plaque trouée qui peut servir simplement à mettre de la pâte à souder sur toute la plaque d'un coup. Alors l'épaisseur de ce stencil correspond à l'épaisseur de la soudure qui va être mise et ça permet de foutre de la soudure sur toute la plaque d'un coup, de placer les composants et avec un fer à air chaud ou avec un four calibré, souder tous les composants d'un coup. Alors moi j'en ai demandé un sur le truc. Alors encore une fois, si on a des composants d'un côté ou des deux côtés, on peut demander le stencil des deux côtés. Tous les fabricants ne le fournissent pas et les prix sont très très variables d'un fabricant à l'autre. Dans les stencils, il en existe deux sortes. Soit la plaque métallique roulée comme ça, soit un stencil sur cadre, ce qui s'appelle sur frame. Et ça, le problème, c'est que c'est beaucoup plus pratique à utiliser, mais ça prend beaucoup de place pour les envois postaux. Et les prix des frais de port peuvent augmenter considérablement si on utilise un stencil sur cadre. On peut demander certaines certifications, donc c'est-à-dire que le procédé de fabrication va suivre des procédures avec une traçabilité. C'est-à-dire que s'il y a un défaut, on peut remonter à la source du défaut, par exemple. Alors, nombre de designs, c'est le nombre de circuits différents qu'on fait. La quantité de circuits, admettons, on va en prendre une dizaine. Où est-ce qu'on l'envoie? Et après, les délais qu'on veut bien accepter. Alors, c'est pareil, la notion de délai est très importante parce que beaucoup d'entreprises fonctionnent en flux tendu. Et plus on va demander un délai court, plus ça va être cher. Par contre, on peut vraiment des fois se faire le circuit en 2 jours, très facilement, à frais de port inclus. Mais là, attention au prix. Alors, quand on n'est pas trop pressé, il vaut mieux prendre le plus lent possible. Souvent, c'est 15 jours. Moi, les miens, j'ai pris le moins cher, mais c'est venu en 1 semaine. En général, ça débite tellement que ça va vite. Ce qui prend le plus de temps, c'est les envois postaux et non pas la fabrication. Donc, en général, pour le particulier, on utilise ça. Donc, on demande les prix. Donc, il va chercher sur tous ces fabricants. Donc, il va fournir, par ordre de prix, les fabricants qui sont capables de faire ce truc-là. Alors, c'est là qu'on voit qu'il peut y avoir des différences considérables pour le même produit. Alors là, j'ai demandé un 4 couches de 20 cm sur 10, ce qui est déjà un circuit qui n'est pas si petit que ça. Les offres pas chères sont souvent pas chères sur des petits circuits. Pourquoi c'est si peu cher lorsqu'on fait des petits circuits et que les prix augmentent vite avec la surface? Simplement parce que ces fabricants-là font donc ce qu'on appelle du pooling, c'est-à-dire sur une plaque mettre plein de designs en même temps. Et plus les plaques sont petites, plus on peut mettre de design et plus on peut diviser le coût d'outillage d'origine sur plusieurs projets en même temps et donc diminuer les coûts. Parce que c'est ça le problème. Des prix des circuits imprimés à l'époque, c'est qu'il y a une somme assez considérable au départ qui est incompressible, que l'on doit payer. Et là, en fait, elle est faite sur plein de montages en même temps, et donc voilà pourquoi on arrive à avoir des prix corrects. Alors, évidemment, les moins chers, on retrouve toujours les mêmes. Smart Prototyping, Shenzhen 2U, Easy EDA. Selon ce qu'on demande, on retombera toujours sur les mêmes. Et selon ce qu'on demande, c'est toujours le même qui sera le moins cher. Si on veut du double face simple, on tombera toujours sur Dirt Cheap de PCB ou quelque chose comme ça. Il ne fait pas de 4 couches ou il en fait mais il est plus cher que les autres. Alors, certains fournisseurs sont très peu chers sur un certain type de produit. À force de manipuler ça, on arrive à repérer les spécificités de chacun et finalement retrouver ce qu'on veut. Donc ce truc est très pratique parce qu'il permet d'avoir les frais de port, le coût, etc. Alors on peut voir qu'une plaque, enfin un circuit de 200 sur 400 en 10 pièces, en 4 couches, on arrive à avoir ça pour, ici, si on n'est pas trop pressé, 120 €. Dire 12 €, le circuit 4 couches avec vernis épargne et tout le Bataclan, directement chez soi, frais de port inclus. C'est considérablement peu cher par rapport à ce que ça a coûté il y a encore quelques années. C'est assez extraordinaire.
ça rend quelque chose d'accessible à l'amateur. Et c'est vraiment une révolution dans le système. Donc tout ça, ce sont en général des trucs de Hong Kong ou de Chine. Ici, en général, c'est des trucs de Hong Kong. Mais c'est vrai que pour des prototypes pas chers, là, on peut vraiment faire des trucs du 4 couches. Il faut bien imaginer que qui aurait pu penser pouvoir faire du truc à 4 couches avec tout le truc professionnel, etc. Pour 12 € la plaque, quoi. C'est extraordinaire. Vraiment, là, ça ouvre vraiment une porte à quelque chose d'inaccessible il y a encore peu de temps. Alors, au fur et à mesure qu'on descend ou qu'on monte dans les prix, on va tomber de plus en plus sur des fabricants européens ou des fabricants qui sont chers a priori, mais parce qu'on ne rentre pas du tout dans le cadre dans lequel ils ne sont pas chers. Par exemple, OSH Park, c'est celui qui fait des circuits qui sont violets. Le problème de OSH Park, c'est qu'il a une tarification c'est 5 $ le pouce carré et on a 3 plaques à chaque fois. Donc, comme j'en demande 10, ça devient très cher. Par contre, quand on en demande que très peu, ça devient assez intéressant. Donc, si on veut que au plus 3 plaques, eh bien, lui, il va passer devant parce que pour 3 plaques, il n'est pas cher. Les autres, pour 3 plaques, c'est avec le même prix que pour 10. Parce que les fabricants ne vont pas changer leur moyen de production pour que 3. Ils vont produire plus, quitte à les jeter. Ici, on voit qu'ils en fournissent 12 parce que c'est toujours des multiples de 3. Donc, si on veut que quelques plaques, lui, il va être plus intéressant, bien que là, il paraît cher, mais c'est parce qu'il n'est pas du tout dans une commande qui colle avec leur business model. Donc, c'est pour ça que c'est pas aussi évident et c'est pas aussi simple de dire, bon, je vais toujours prendre celui-là parce qu'il est moins cher. C'est pas toujours le cas. Donc, c'est pour ça que ce moteur est très intéressant parce que selon ce qu'on veut, on va vraiment tomber sur des fabricants très différents. Néanmoins, ils vont tous accepter la même chose. Des fichiers Gerber et un fichier de perçage. C'est toujours. Alors donc, ces sites-là, on upload les fichiers. Il est fabriqué, il mouline, il est boulotte. Ils ressortent une simulation du circuit, etc. Éventuellement, ils viennent dire attention, il y a ceci, il y a ceci, il y a cela. Et puis voilà, et puis c'est parti. Et puis c'est tout, ils s'occupent de tout et tout va bien. Alors, j'ai montré ici 3 types de fabricants. Alors, je vais revenir sur la plaque que j'ai commandée. Je vais remettre les dimensions à peu près du truc. C'était du 2 couches. J'avais demandé ça. Donc j'avais de la sérigraphie des deux côtés. Copperweight machin. Pas de Goldfinger. Alors les Goldfinger, c'est en fait les connecteurs. C'est de la dorure en bord de carte si on veut insérer des connecteurs et des choses comme ça. Ça coûte cher. Parce qu'on est obligé de faire de l'or électrolytique beaucoup plus épais. Et ça demande une opération supplémentaire qui est quasi manuelle. Et dire on doit protéger le circuit, etc. Enfin, c'est une opération qui coûte cher. J'ai demandé des stencils des deux côtés. Et puis j'ai eu besoin d'une dizaine de pièces pour la boîte. Donc là, je vais redemander les prix de ça. Et donc je retombe là où j'ai acheté, Dirty PCBs. Alors c'est vrai que on va dire leur slogan est assez discutable. Bon, parce que en gros ils disent nous on fait des circuits de merde et ils sont pas chers. Mais en fait il faut pas le prendre au pied de la lettre parce que évidemment dit comme ça on a l'impression qu'ils font de la merde et puis que c'est pas cher. Mais en fait c'est plus une blague qu'autre chose. Néanmoins ils fournissent les circuits comme n'importe qui. Donc moi, je suis allé ici pour le faire. En fait, c'est une antenne de Dangerous Prototypes qui est en fait un système d'open source. Ils ont fait un truc pour eux de fabrication de circuits et il y a eu beaucoup de succès. Et ils ont ouvert finalement ce service de fabrication pour l'extérieur en gardant un humour, on va dire, un peu particulier qui, vu de l'extérieur, peut paraître un peu tordu. Donc, en fait, on arrive sur cette page-là ou l'autre, celle que j'ai montrée avant, c'est le nouveau site. Mais moi, j'ai travaillé sur ce site-là. Donc, en fait, on redonne ce que l'on veut. Ici, on a soit des protopacks qui sont du 5. Alors là, c'est vraiment pas cher. Donc, pour 14 $, on a 10 plaques de 5 sur 5 cm. Alors là, on peut guère faire hors frais de port. Mais là, si on veut 10 sur 10, pour 25 $, on a 10 plaques. Là, on ne peut pas faire moins cher. C'est pas possible. Si on veut vraiment faire du proto rapide comme ça. Bon, moi, ça ne rentre pas dans mes dimensions. Donc, j'étais obligé de faire 10 en rentrant mes dimensions. Donc
On a le choix des couleurs, c'est le même prix. Donc c'est pas trop gras, c'est plutôt rare. Alors j'ai pris le Lenig qui est un petit supplément. Et puis ma taille, bah, bon, j'avais dit, donc c'est du 201 sur 162. Ah non, c'est du centimètre. Attention au centimètre et au millimètre. Ah non, ça c'est l'autre. Il faut faire gaffe parce que là les prix risquent d'être bizarres. Donc là où on a 88 $ et je demandais du stencil. Alors voilà, c'est là où on a les deux types, soit une feuille métal, soit une feuille sur cadre. Et là, ils sont vraiment pas chers. Là, c'est incroyablement peu cher. Mais les frais de port, eux, vont s'en ressentir. Donc moi, j'ai demandé ça, donc j'ai eu pour 113 $ pour 10 plaques, double couche, en bleu, etc. Donc après, j'ai demandé en normal. En France, de toute façon, ça n'a pas changé les frais de port. France métropolitaine, ben voilà, j'ai eu Hong Kong Airmail. Mais en fait, il y avait d'autres choix. Il y avait d'autres choix d'ailleurs. Ah, c'est peut-être France tout court. Voilà. On a DHL Hong Kong, 30 $. Et je les ai eus en quelques jours. En une semaine, au moment où j'ai posté les trucs et je les ai reçus il y a une semaine. Donc voilà, on ne peut pas dire que... Voilà, on a ça. On upload les fichiers Gerber dans un fichier zip. Et c'est fini. Et ils se démerdent. Et puis après, on est notifié au fur et à mesure des avancées. C'est pas compliqué finalement. Alors ça, c'est vraiment le truc pour du pas cher. Ils sont imbattables dans certaines configurations. Voilà, ça, c'est super. 4 couches, on ne peut faire que du protopack. Hein, et là, c'est tout de suite plus cher, du 4 couches. C'est tout de suite plus cher. Moi, j'ai demandé effectivement du stencil, de la dorure. Mais 4 couches, c'est beaucoup plus cher. Et ils ne sont pas forcément les moins chers du lot. C'est pour ça que là, ils sont peut-être moins intéressants. Donc, et ici, en plus, la couleur, elle est payante en 4 couches. Alors que l'autre, elle ne l'est pas. C'est vraiment, on ne peut pas faire une règle générale. Alors, OSH Park, c'est celui qu'il faut utiliser quand on a vraiment que très très peu de plaques. C'est des lots de 3 et le prix, c'est à la surface. Donc, en 2 couches, c'est 5 $ le pouce carré. En 4 couches, c'est 10 $ le pouce carré. Après, on peut avoir super rapide. On peut avoir du 2 onces d'épaisseur sur du circuit fin. Pareil, pour 5 $ par pouce carré. Et on peut, si on a des surfaces plus grandes, toujours par lot de 3, faire du 1 $ par pouce carré. Ils ont offert ce service si on a des plus grandes plaques, parce que là, ça devient très très vite cher pour le service à 5 $. Donc voilà. Et ça, c'est pour des toutes petites quantités. Et c'est pareil, ils sous-traitent et ils font faire des plaques violettes. Alors, elles sont très très jolies avec la dorure, parce qu'elles sont dorées maintenant par défaut. C'est vraiment très beau. Beaucoup de gens l'utilisent, ce service. Ça marche nickel. Ils ont des contraintes électriques qui sont relativement serrées. On peut demander des choses relativement serrées. Il faut bien voir sur chaque site, regarder ses capacités de production. C'est-à-dire l'épaisseur des pistes disponibles, la taille des trous que l'on peut faire. Parce qu'on peut tomber à cheval sur une production qui va coûter beaucoup plus cher ou qui demande un devis. Parce que évaluer le prix en ligne, c'est que pour les cas simples. Souvent, on clique sur un truc qui nous paraît super sympa, mais c'est sur devis et là les prix peuvent tout à fait exploser. Il faut vraiment se méfier. Alors, on peut aussi parler par exemple d'Eurocircuit, qui est en fait une boîte belge avec quelques antennes en Allemagne et puis en Hongrie, je crois, ou quelque chose comme ça. Eux, c'est déjà du plus haut de gamme. Ils ont beaucoup d'options, une capacité de technologie de fabrication qui est là beaucoup plus poussée. On peut faire des trucs jusqu'à plus de 50 couches et on peut faire aussi chez eux. Alors, ils ont plein de services intéressants. Ils ont des Naked Proto, donc c'est des circuits sans vernis épargne, sans rien, avec juste un étamage. Alors c'est ce qu'on fait à la maison, mais eux ils peuvent le faire avec les découpes, les trous métallisés, etc. Alors là c'est le moins cher, et il y a très peu de gens qui le font, ça peut être intéressant. Et c'est une boîte, c'est quand même une boîte européenne, belge, et ça peut faire travailler les gens du coin. Ensuite il y a les protos. Les prototypes, c'est les petites quantités, donc ils font du pooling. Donc là, on peut faire des tas de trucs, on peut configurer les trucs. Et eux, ils ont quand même des possibilités qui sont relativement poussées.
On peut, bon, bien sûr, le solder mask, donc le vernis épargne, c'est du vert. Hein, la sérigraphie, c'est du blanc. Donc on peut avoir des pistes de 0,15 mm de large, des trous jusqu'à 0,25 mm. Alors selon les fabricants, on a vraiment des différences qui peuvent être importantes. Il faut vraiment comparer. Et eux sont vraiment capables de faire des choses assez poussées. Par contre, quand on donne sur du circuit standard, là les prix peuvent être très élevés parce que là ils font un outillage spécifique, etc. Alors, en pooled, ils arrivent encore à faire jusqu'à 8 couches, ils arrivent quand même à réunir des trucs même en production, mais au-delà, 10, 12, 16 couches, là c'est une série spécifique où il faut payer l'outillage la première fois. Alors après, on peut faire des solder masques de toutes sortes de couleurs, mais aussi eux, ils font de la sérigraphie avec photo. C'est-à-dire qu'on peut, mettre une image sur le vernis épargne. Là, bon, De Vialet utilise ce système-là ici. Je ne sais plus où c'est, je crois qu'il y a ça, alors je ne sais plus où c'est dans le site, mais on peut, je crois, on peut faire son image perso sur le truc. Alors on peut faire une image monochrome perso d'une manière standard, mais là c'est vraiment une image couleur. Et on peut faire vraiment des trucs de couleur sur son propre circuit. Alors je sais plus où c'est. Alors, on peut faire aussi des trucs haute fréquence, des trucs flex, on peut faire des tas de choses. Alors je sais plus exactement où est-ce qu'on fabrique, où est-ce qu'on donne ces trucs. Je connais pas très bien ce site. Mais bon, ici on peut vraiment faire des trucs d'un niveau plus élevé que ce qu'on peut trouver en Chine d'une manière standard. Par contre, les prix peuvent tout de suite grimper. Donc il faut vraiment, c'est vraiment selon le projet que l'on va choisir telle ou telle chose. Alors je ne sais plus où c'est le truc ici pour faire calculer. Ah oui, il faut se loguer. Voilà pourquoi je ne la trouve pas. En fait, il faut avoir un compte ici pour pouvoir avoir accès à l'évaluation du circuit. Et donc, c'est le seul fournisseur que je connais qui fournisse la possibilité de faire des vernis épargne customisés en couleur avec une photo, etc. Donc là, c'est du plus haut de gamme. Ils ont des capacités de production très élevées. Donc voilà. Là, je survole fortement tout ce qui est fabrication, mais dans les cas simples, une fois qu'on a ces fichiers Gerber générés par le logiciel, c'est toujours la même chose. On upload, on met ces paramètres et puis voilà. Après, il y a peu de pièges dans ces trucs-là parce que c'est comme c'est fait pour le particulier. Bon, ils aident, hein, il y a de l'aide un peu partout, mais il faut faire quand même intéressant. Par exemple, faut faire attention à ce genre de trucs. Les design rules, donc ce que je parlais tout à l'heure, les règles de fabrication, c'est donc écart entre les traces de 6 millièmes de pouce, largeur de piste 6 millièmes de pouce, taille des trous 13 millièmes de pouce et l'épaisseur de l'anneau d'un pad doit être de 7 millièmes de pouce. C'est-à-dire que en fait c'est le diamètre moins le diamètre du trou divisé par 2. Hein, c'est pour éviter d'avoir en fait un trou, un pad avec très peu de cuivre, un gros trou au milieu, quoi. Donc il faut vraiment aussi faire attention à ça. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir le colis. Je vais découvrir en même temps que vous la qualité de la fabrication de ça, de Dirt Cheap Dirty Boards, Order Cheap PCBs, c'est un peu discutable, mais bon. On va voir ça, on va voir un peu quelle est la qualité de leur réalisation et voir si tout va bien. Et puis on regardera un peu comment cette plaque a été routée, etc. aussi. Donc voilà, je vais installer ça et puis on regarde ça. Bien, donc voilà le colis reçu directement de là-bas. Hein. Bon, c'est réduit à sa plus simple expression. Hein. Voilà, on reçoit comme ça. Donc ça a mis une semaine pour venir. D'ailleurs, je l'ai pas ouvert. Je sais absolument pas ce que ça contient. Enfin, j'espère que ça contient ce que je veux. Bon ben voilà le bon de livraison. Donc oui, alors une chose assez intéressante, c'est que je n'ai pas payé de TVA, j'ai pas payé de frais de douane, j'ai rien payé du tout.
alors que ça passe par DHL, ce qui est complètement surréaliste. Donc c'est oui, la valeur déclarée de $11. Bon, ouais, voilà. Bon, soit. Donc ça c'est le bon de livraison. Bon, il y en a pour $144 parce que il y a $30 de frais de port, plus le stencil, plus les circuits. Voilà. Donc on va ouvrir cette chose. Alors ça va peut-être être une très mauvaise surprise comme une très bonne surprise, je sais pas. Là j'avoue, j'ai jamais utilisé ce fabricant. Voilà. Alors maintenant c'est un carton. Voilà. Ou du scotch. Oh là, du scotch, il y en a un paquet. Ouais, ça a l'air assez rigide, mais bon, c'est bon. Au niveau emballage, c'est réduit à sa plus simple expression quand même. C'est vrai que normalement, chez un gros fabricant, on aurait ça dans vraiment une boîte avec de la mousse, avec des protections et tout ça. Là, c'est quand même, on va dire, beaucoup plus rustique. Hein. Je pense que les coûts sont réduits au strict minimum. Alors, faut faire gaffe de ne pas rayer en dessous parce que, j'avoue, je ne sais pas s'il y a un carton, s'il n'y a pas de carton, je ne sais pas. Là, j'avoue. Donc, je préfère être prudent et supposer qu'il n'y a rien de spécial, enfin, qu'il y a justement des choses fragiles pour éviter les soucis. Je pense que le stencil est ici, juste en dessous. Donc ça, j'ai horreur de ce genre de... C'est plus difficile à déballer que les trucs Amazon. Hein. Ça, c'est... Alors, qu'est-ce que c'est? C'est assez dur. Ah, il y a du scotch, mais alors... Voilà. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est du carton. Ah, c'est marrant, c'est des cartons avec des trous. Ça va être des cartons qu'ils utilisent pour protéger lorsqu'ils font les perçages, pour mettre en dessous des plaques et tout comme ça. Alors, ils utilisent ça, ils recyclent ces trucs-là pour faire des emballages. Ouais, pourquoi pas. Alors là, ça sent le plastique. Oh là là. J'avoue, c'est emballé d'une manière assez bizarre. Hein. C'est particulièrement... Bon, alors on n'est pas plus avancé. Enfin, c'est joliment troué. Bon, j'espère que je vais avoir plus que ça. Alors, oh là là là. Déballer ça, c'est vraiment un enfer. Alors. En fait, c'est protégé par des tas de cartons. Manifestement, ils aiment bien recycler. Ah. Ces trucs-là. Alors, un avertissement. Bon, si quelqu'un peut me dire ce que ça veut dire, alors peut-être que c'est attention mortelle ou je sais pas. Ah, c'est toujours des cartons avec plein de trous, c'est marrant, c'est assez joli d'ailleurs. Je sais pas du tout à l'origine à quoi ça pouvait servir, mais je pense que ça sert effectivement à protéger les trucs. Finalement, c'est pas si mal protégé que ça parce que c'est quand même très rigide. Hein. C'est quand même des trucs. C'est assez rigide. Et il y en a plusieurs couches. Finalement, c'est pour passer au travers, faut y aller quand même. Ah, voilà. Nous y voilà. On y voit déjà plus clair. Ah, c'est pas mal. Ça se présente pas trop mal d'ici. Alors donc, moi, c'est un circuit de face relativement dense pour du 2 faces. La taille des pistes est de 0,3 mm parce que j'ai un microcontrôleur, microchip de PIC 32 en TQFP avec un pas de 0,5. Donc ça fait effectivement des pistes de 0,3 qui en partent dans tous les sens. Donc c'est le plus petit. Après j'ai des VIA qui utilisent des trous de 0,4 qui est, on va dire, une taille standard de VIA, ce qui permet d'éviter de rentrer dans les trucs haute densité, mais pouvoir se permettre de faire des VIA relativement petits, parce que il y a certaines zones qui sont plutôt denses, surtout dans ce genre de boîtier. Toutes les pattes sont autour, donc c'est dense autour.
Ah ouais, c'est très bien. Déjà, c'est une bonne tête. Vu comme ça, c'est une bonne tête. Alors, on voit le stencil en dessous. Ici, là. On voit c'est toujours des plaques métalliques comme ça. Alors, je sais pas s'ils m'ont fourni le stencil des deux côtés ou pas, mais je pense que oui. Voilà. Donc là, ouais, là, bon, déjà, je montre le stencil. Donc, le stencil, c'est une simple plaque métallique. Donc, elle doit faire... voilà. Là, il y en a deux. Il y a les deux parties. Donc on utilise l'une ou l'autre en fonction de la face que l'on veut, sur laquelle on veut appliquer la pâte à souder. Alors ça permet de gagner vraiment beaucoup de temps quand on oh là là, putain, il y a des kilomètres de trucs. Quand on veut appliquer la pâte de soudure, surtout qu'ici j'ai quand même, c'est un montage qui a beaucoup d'entrées-sorties, donc il y a beaucoup de fois les mêmes composants. Et s'il faut souder à la main chaque truc les uns derrière les autres, ça on a le temps de devenir neurasthénique avant l'âge. Et donc ça permet vraiment de gagner du temps sur tout ce qui est multiple. Alors c'est en fait une feuille métallique, hein, c'est assez sympa. Et donc on a tous les trous qui permettent d'appliquer la pâte de soudure. Alors comme j'ai quand même effectivement, alors je sais pas si on peut zoomer là-dessus facilement. Bon, je crois que oui, on peut faire des macros là-dessus. Donc on voit le processeur central avec ses trous, et puis autour, en fait, il y a toutes ces parties qui sont les entrées-sorties avec des tas de composants, des tas de LED, des réseaux de résistance, etc. qui permettent vraiment de faire tout ça d'un coup, quoi. Donc ça c'est, alors faut pas se gourer de sens, hein, évidemment. Mais bon, c'est qu'une simple feuille métallique, ça doit être découpé au laser ou quelque chose comme ça. Et c'est très très propre, hein, manifestement, c'est très très propre. Je ne vois aucun défaut. C'est vraiment pas mal. Ah ouais, j'ai vu pire, hein, j'ai vu pire. Pour le prix, bon, c'est. Alors sur cadre, effectivement, c'est beaucoup plus pratique. Sur cadre, on pose et puis l'avantage du cadre, c'est qu'on peut bien placer ses circuits, placer le cadre et être toujours là, toujours bien placé. Là, il faut quand même viser, mettre du scotch autour, c'est moins pratique. Mais en plus là j'aurais pu utiliser un cadre parce que l'emballage a la taille du stencil. Certains le roulent, mais bon, moi j'aime pas trop parce que ça c'est alors ça dépend de la matière, hein. Il y en a qui prennent ça en matière plastique, d'autres en acier comme ça. C'est plutôt pro, c'est plutôt bien. J'avoue, ça se présente bien à ce niveau-là. Là, c'est plutôt un bon point au niveau de la qualité du stencil. C'est pas toujours le cas, surtout quand les stencils sont pas chers. Des fois, c'est fait rapido avec de la découpe laser en vitesse. Et c'est pas toujours très propre. Il y a des trous qui sont pas toujours vidés. Faut vérifier que tous les trous sont bien vidés avant de l'utiliser. Et donc là, ce sont les plaques. Donc il y a... non, j'ai commandé 10 plaques. Alors, je les ai faites en bleu. Après, alors là, les goûts, les couleurs... J'ai fait en bleu, c'est juste parce que j'ai demandé, j'ai fait un sondage autour de moi, qu'est-ce qu'ils préfèrent. Finalement, c'est le bleu qui est revenu. Bon, après... voilà. Donc là, il y a donc 1, 2, 3... Ah, j'ai 6 plaques. Ah, en fait, j'en ai plus que demandé. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En fait, j'ai demandé 10 plaques, j'en ai 13. C'est sympa. C'est... Ouais. Bon, alors, on va voir un peu. Alors, ces plaques-là sont intéressantes parce qu'elles ont quand même un certain nombre de caractéristiques que l'on peut retrouver. En général, elles ont des fentes, elles ont des ouvertures, elles ont des trous métallisés, des trous à vis, des vias, des composants à trous traversant des deux côtés, une sérigraphie des deux côtés. Elles sont plutôt complètes, elles sont plutôt plus complètes que la moyenne des plaques double face habituelles. Parce qu'il y a des composants des deux côtés pour des raisons de place. Comme j'ai beaucoup d'entrées-sorties, je suis obligé de mettre des composants des deux côtés. Ce qui demande une certaine réflexion au niveau du routage. C'est vrai qu'il faut un certain temps pour router une plaque de ce genre parce que les contraintes de taille et le nombre de composants qui font que des fois c'est un peu tordu.
Et heureusement que Microchip fait des microcontrôleurs où on peut remapper les broches ici ou là, parce que des fois le routage serait vraiment infernal. Parce que des fois on se retrouve avec des broches qui sont à l'opposé total de où on veut aller. Et c'est vraiment délicat. Alors, oh, c'est très joli, très très joli. Alors, je vais essayer de voir à peu près. C'est pas beau ça? C'est super bien fait, hein? Alors, on peut voir différentes choses. Alors là, je vois par exemple il y a des fentes. Alors, je sais pas si on peut le voir. Par en dessous, ici, il y a des fentes. Ce sont des optocoupleurs, donc il y a une fente. Alors la fente est décalée parce que j'ai une piste ici entre les trucs. Donc là, on se retrouve avec. Alors, je sais pas si on peut le voir. Faudrait que je montre. Mais bon, disons qu'il y a quand même dans ce style de circuit des fentes centrales. Alors ce ne sont pas des perçages, ils ne sont pas métallisés. C'est la différence aussi entre les trous et les fentes comme ça, qui pourraient être faits avec des pads oblongs, c'est que c'est pas métallisé, c'est fait à part, c'est fait pendant la découpe de la plaque. C'est fait pendant que qu'on découpe. Et en fait, ces fentes-là sont incluses dans le fichier Keep Out, dans le Gerber Keep Out. Et donc là, il y a des fentes qui sont faites. Alors moi, j'ai des composants les mêmes ici des deux côtés. La fente, elle n'est pas centrée et en plus, elle dépasse d'un côté parce que les puces sont décalées l'une de l'autre, d'une face ou de l'autre. En fait, elles partagent les mêmes bornes d'alimentation. Et en fait, elle se décale d'une broche parce que, bon, selon les placements, donc, ce qui permet d'avoir une seule borne d'alimentation pour les deux puces. Ce ne sont pas des trous traversants, ce sont des puces CMS qui ont la même taille que les puces DIL habituelles, sauf que ce sont des pattes qui s'arrêtent à fleur mais qui traversent pas. En mettant deux de chaque côté, elles peuvent se partager les pattes d'alimentation et on peut avoir deux puces de chaque côté pour la même place. Alors, il y a des astuces comme ça, hein. Donc ici, on a les trucs pour les connecteurs, les protections d'entrée, les optocoupleurs. On a ici des réseaux de résistance pour les LED, parce que ce sont des entrées-sorties, donc il y a beaucoup d'informations sur le truc. Et là, on a le processeur central qui est un PIC 32, avec en dessous tout le découplage, hein, toujours très important. Alors c'est vraiment une plaque, il y a beaucoup de choses là-dedans, hein. En gros, pour décrire, il y a un module Ethernet, il y a un module USB. Ici, il y a un module Wi-Fi. Là, bon, il y a des alimentations. Il y a différents quartz pour les trucs. Il y a une EPROM sérielle pour du firmware, des choses comme ça. Il y a le borné CSP pour le débugage. Il y a buzzer ici. Il y a je sais plus quoi. Il y a ça c'est encore le premier proto. Il y a les protos d'après. Il y a une puce d'identification et des choses comme ça. Et on remarque quand même qu'il y a une sérigraphie donc des deux côtés, ce qui est très important. Il y a même un dessin, qui est le logo de la boîte, hein. Et voilà, mine de rien, je vois pas de défaut. Alors, je sais pas si le truc peut faire le zoom là-dessus. Ouais, on voit un peu ça. C'est plutôt bien réalisé. La sérigraphie est propre. Elle est vraiment elle est fine. Bon, alors c'est fait par impression au pixel, hein, parce qu'on le voit, hein, mais c'est bien centré. C'est a priori c'est plutôt bien fait. Je suis étonné par la qualité du résultat. Franchement, je m'attendais pas à ça. Alors les trous ont l'air parfaitement centrés. Je ne vois absolument aucun problème à ce niveau-là. Après, il faudra regarder si le masque de soudure passe bien entre les broches, mais je pense qu'on est à la limite ici. Mais sinon, c'est... Là, j'avoue, je suis très très étonné, très agréablement surpris de la qualité de réalisation. Et là, je peux dire que c'est pas cher, quoi. C'est vraiment pas cher. 144 $. Alors à la fin, j'ai combien de plaques? J'en ai une, j'en ai 2, 3, 4, 5, 6 ici. Et je crois, j'ai cru en compter 7 là. C'est-à-dire qu'en plus, ils en font en trop. Alors, peut-être qu'il y en a certaines qui sont indiquées comme étant foireuses, parce qu'ils doivent faire des tests électriques. Alors ça, c'est pas sûr, mais c'est possible. Et qu'ils aient, dans ce cas-là, noté les plaques qu'ils ont données en rab.
En fait, je pense qu'ils remplissent. De toute façon, ils font du pooling, donc ils remplissent au maximum. Et puis, s'il y a du supplément, ça leur coûte pas plus cher. Donc là, j'en ai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, j'en ai eu 12. J'en ai eu 2 en rab. J'avoue. Ah, là, je viens de me rendre compte que j'ai fait une petite erreur. Enfin, une petite erreur. Ouais, sur la sérigraphie. Par exemple, ici, alors je sais pas si on va pouvoir le voir. En fait, j'ai mis la sérigraphie sur les fentes. En fait, il faudrait que je la déplace pour les mettre à côté, à l'extérieur. Ah, c'est des petits pièges. En fait, c'est pour ça, quand on fait des protos, on a l'impression qu'on a fini, mais en fait, on n'a jamais fini. Il y a plein de détails comme ça qui déboulent. Là, effectivement, la sérigraphie a été coupée. Et ça, j'ai pas eu de notification de la part du logiciel que, attention, la sérigraphie, elle est dans un trou de la plaque. Ouais, par exemple, ça, c'est le genre de truc, on peut pas penser vraiment à tout. Je fais gaffe à la sérigraphie, mais je n'y ai pas pensé. Alors par exemple, voilà typiquement le genre de détails, surtout dans ces plaques-là, qui sont faits pour aller sur du matériel a priori de toutes sortes. Ce sont les entrées-sorties et il y a le souci des masses. Alors, il y a ici 3 masses indépendantes et une terre. Selon les trucs, elles doivent être indépendantes ou reliées entre elles. Et il est important, par exemple, ici j'ai les trous de fixation. Donc j'ai 3 trous de fixation qui vont aller dans le boîtier et des indications que là ça va être relié à la terre et que le boîtier va être relié à la terre. Ça c'est le genre d'information qu'il faut toujours mettre. J'ai aussi ce genre d'information ici. Là on le voit ici, c'est juste une coordonnée et à côté un tout petit pad. Et ça c'est les fameux pads d'orientation et de centrage que l'on utilise lorsqu'on fait assembler les circuits. En fait, la machine à poser les composants va aller repérer ces 3 ici. En général on en met 3. Ici il y a celui-là, celui-là et celui-là. Il y en a 3 là. Et elle va aller les voir et ça lui permet d'orienter la plaque et de savoir exactement où on est. Pour des puces comme ça, pour des puces plus denses que ça, en général, on en met 2 en diagonale pour que la machine puisse parfaitement mettre le circuit, parce qu'on peut avoir des déformations globales ou avoir un léger problème de tolérance si on se fie uniquement au truc extrême comme ça. Donc, mais sinon, alors le bleu est très joli, j'avoue. Le bleu, c'est un bleu vert qui est bien. Les trucs dorés, c'est parfait. Ouais, là, j'avoue, il n'y a rien à dire. Il y a 20% de plaques en plus. Alors c'est trop. C'est trop. Et ben, voilà. Et pourtant, ça s'appelle Dirty PCB. C'est le moins cher pour du double face comme ça. 1 semaine pour le faire. J'en ai pour $144, bon à peu près 130 € le tout. Il n'y a rien à dire avec le stencil, hein. Je veux dire, il y a 25 $ de plus de stencil. Donc si on avait eu juste les plaques, bon, on avait pour à peu près 100 et 30 $ de frais de port. Faut bien voir qu'il y a dans les 144 $ ou quelque chose comme ça, il y a 30 $ de frais de port et 25 $ de stencil. Donc on a déjà 55 $ en dehors des plaques elles-mêmes. Donc c'est quand même, parce qu'on peut avoir du port beaucoup moins cher si on n'est pas pressé, si on prend du port par bateau ou je sais pas quoi. Et là, mais j'avoue, je suis extrêmement. Alors, faudrait que je regarde de plus près avec la Mantis, voir si c'est vraiment dans le détail, si c'est bon. Mais a priori, vu comme ça, c'est pas mal. Donc voilà, ça c'est ce qu'on obtient quand on commande en ligne, avec tous ces services. Bon, moi je conseillerais sans réserve. Hein. J'avoue. Pour le particulier, même là j'utilise en tant que professionnel, hein, pour une utilisation professionnelle, pour faire du proto, parce que ça c'est des protos de mise au point. J'en ai même de trop, hein, mais bon, ça va être du proto de mise au point ou pour certains cas particuliers, ben, c'est tout à fait utilisable, même dans un contexte professionnel. Je veux dire, là je pourrais l'utiliser dans des produits finis, même si c'est des plaques qui vont évoluer sur certains aspects, c'est tout à fait utilisable sans souci de fiabilité ou quoi que ce soit, a priori. Je vais regarder de plus près. Éventuellement, si je vois des trucs bizarres, avec la Mantis, il faut que je la monte, je referai un petit supplément à l'épisode, mais franchement, voilà, ça c'est une excellente surprise. C'est super. Donc voilà, premier épisode de la rentrée, voilà, faire ces circuits, Dirty PCB. Pas si dirty que ça, hein. Je les trouve plutôt mignons et a priori vachement bien fait.